Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo de mathématiques, toujours sur les fonctions affines. Normalement, nous devrions terminer ce chapitre aujourd'hui. Alors, l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Vous devez donc représenter les fonctions affines f et g dans un même repère orthogonal. Alors pour cela, eh bien, puisqu'on sait que f de x égale 2x plus 3, eh bien, on sait que par exemple, a on prend une coordonnée un x quelconque. Je prends par exemple x égale 0. Et je calcule ici 2 fois 0 plus 3, c'est 3. Donc je sais que A de coordonnée 0, 3 va forcément appartenir à la droite. Non, on a mis des D minuscules jusqu'à présent, continuons. D de f, qui sera la droite qui va représenter la fonction f. D'accord? Je prends une valeur au hasard de A et je calcule f de cette valeur. Donc je prends une valeur au hasard de x, j'ai pris 0, et je calcule donc f de 0. Puis je prends le point B, je prends ce que je veux encore pour x, je vais prendre 5 par exemple. 5, 2 fois 5, 10, et 3, 13. Voilà. Donc j'ai ici deux points qui vont permettre de représenter la droite, donc de représenter la fonction f. Donc la fonction, le point A de coordonnée 0, 3 et le point B de coordonnée 5, 13. Donc vous faites le graphique, moi je vais me placer sur GeoGebra pour le faire. Donc GeoGebra classique, je mets en mode graphique. Et donc je dois placer le point A de coordonnée 0, 3. Donc je vais ici, je tape parenthèse 0,3. Il ne prend pas les points virgules, GeoGebra, il est en virgule. Je crois que ça ne marche pas avec les points virgules. J'avais essayé une fois, ça ne marchait pas. Donc hop là, voilà, donc mon point A qui est placé. Et mon point B, c'était de coordonnées 5, 13. Alors c'est pas très malin parce que du coup ça va dépasser la taille du repère. Je ne sais pas s'il va se mettre tout seul à jour. Tiens alors, on va essayer. Tiens, si je mets un point virgule, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Le point virgule, il comprend autre chose. Je pense que pour lui, c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Vous verrez ça plus tard. Alors 5, 13, donc 5,13. Voilà, donc là le point B, il est juste hors limite. Mais heureusement ici, il y a une loupe, plus et moins. Donc je peux mettre moins pour faire apparaître mon point B. Voilà, je déplace. De toute façon, j'aurai besoin essentiellement de la partie positive. Donc voilà, donc j'ai mes deux droites ici, mes deux points qui permettent de construire la droite DF. Donc maintenant, je fais droite et je mets ici. Voilà, j'ai ma droite. Il a appelé F. D'accord, ben, très bien, ça tombe bien. C'est pas DF, mais en fait, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Bon, ce que j'aime pas aussi, c'est vous avez vu sur le point A ici, ils ont mis une grosse tache au lieu d'une croix. Donc je vais dans propriété, dans style, et je mets croix. Donc je valide. Pareil pour B, propriété, style, et je mets la croix. Parce que j'aime pas les grosses taches, je préfère les croix. Voilà. Ensuite, toujours sur point, tant qu'à faire, je mets sur point. Comme ça, ici, je peux fixer que ce soit en croix directement pour les autres. Alors, les autres, ça va être quoi les autres? Et donc, j'ai fait pour la fonction f, maintenant, faire pour la fonction g. Alors, on va prendre un point C. On prend quoi pour x? Pourquoi pas 0 encore? D'accord, ça a bien marché. 0, c'est pratique. 3 fois 0, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 1. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je prends la fonction, évidemment, g de x, je calcule g de 0. Donc 3 fois 0, moins 1. Et on a également le point D, qui a pour coordonnées, on va changer, on va prendre 3. 3, donc je calcule g de 3. 3 fois 3, ça fait 9. Moins 1, ça fait 8. Donc mon point D, coordonnées 3, 8. Donc je retourne sur GeoGebra. Je place donc 0, moins 1. 0, moins 1. Je valide. Voilà mon point C. Et après, c'était quoi déjà? J'ai oublié. 3, 8. Donc je place donc mon deuxième point, 3,8. Voilà, mon point D qui est là. Et donc je vais tracer ma deuxième droite. Ma deuxième droite, tant qu'à faire, je vais changer sa couleur. Je vais la mettre en violet. Et elle va aller de C jusqu'à D. Voilà. Donc là, on a donc, elle s'appelle automatiquement G. En fait, ils ont compris, vu que j'ai placé des points pour faire des droites, ils ont compris que je faisais des droites venant de fonctions.
ils se sont dit qu'il y a des chances qui commencent par F et qu'après il y ait G. Voilà. C'est comme ça que le GeoGebra a été programmé. Tout comme, voilà pourquoi d'ailleurs le premier point s'est appelé A tout seul, parce que automatiquement il met dans l'ordre A, B, C, D, E, F, en pensant que, en général, c'est ce dont on a besoin. Bien. Résout graphiquement l'inéquation, non, l'équation d'abord, 2x plus 3 égale 3x moins 1. 2x plus 3, c'est f de x en fait. Et 3x moins 1, c'est g de x. Donc ce qu'on cherche à résoudre, c'est l'équation f de x égale g de x. On cherche donc à savoir dans qu'est-ce qu'il faut donner comme valeur à x pour que ces deux fonctions soient les mêmes. Ben, graphiquement, on le trouve comment ça? Eh bien, graphiquement, on va tout simplement le trouver au niveau de l'intersection des deux droites. En effet, au niveau de l'intersection des deux droites, j'ai bien g de f, f de x qui est égal à g de x. Et c'est égal à quel x ça? Bien, donc je suis à cet endroit-là. Vous voyez donc la souris, en tout cas au moins, vous voyez le petit truc circulaire autour. Je ne suis pas sûr que sur GeoGebra vous avez accès à la petite main de la souris. Je ne sais pas, sur la vidéo si elle passe. En tout cas, à partir de ce point-là, je n'ai qu'à descendre. Voilà ce que ça me fait là. Allez, hop, CTRL Z. Voilà, ici, je n'ai qu'à descendre, petit à petit, tout droit, et je tombe sur quel X? Je tombe sur 4. Et donc, ça veut dire que graphiquement, eh bien, cette équation est résolue par X égale 4. Alors, peut-être que je vais ici juste rajouter quelque chose. Capture d'écran. Nouveau. Je fais une petite capture d'écran rapide comme ça. Voilà, juste une rapide. Voilà, je reviens ici. Je fais un coller. J'agrandis. Et comme ça, je retrouve ce qu'on avait. Et je peux donc plus facilement vous montrer donc le point d'intersection qui est donc ici. Et on cherche donc le x associé à ce point d'intersection. Ce point d'intersection, c'est lorsque g de x vaut f de x. C'est ça. C'est-à-dire, et ça vaut évidemment cette valeur-là, qui est sans doute 11. Et donc, si je descends ici, d'accord, je descends ici et je vais trouver le x en question. Le x en question, c'est 4. Donc, ça veut dire que l'équation 2x plus 3 égale 3x moins 1, eh bien, graphiquement, on a résolu en x égale 4. On peut le vérifier par le calcul. 2x plus 3 en termes de calcul, ça fait effectivement 11, comme j'avais présupposé que là on avait 11. Et 3x moins 1, si x vaut 4, ben 3 fois 4, 12, moins 1, ça fait 11. D'accord? Donc ça marche bien, c'est bien ça. On a donc trouvé graphiquement, on a pu trouver la valeur qu'il fallait avoir pour que 2x plus 3 soit égal à 3x moins 1. D'accord? Bien. Maintenant, je voudrais me déplacer. Voilà. Car maintenant, on me demande autre chose. On me demande une inéquation, c'est-à-dire 3x moins 1, 3x moins 1 qui est plus grand que 2x plus 3. 3x moins 1, c'est quoi 3x moins 1? C'est g de x. Plus grand que 2x plus 3, c'est quoi? C'est f de x. Donc graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, que la droite d de g doit être au-dessus, parce que c'est plus grand, au-dessus de df. Alors, df, alors du coup, c'est plus écrit parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Df, c'est la noire. Pourquoi j'ai dit que c'était écrit? Je sais pas. Est-ce que je peux l'effacer ce g de x? Oui, je l'efface. Voilà. Il ne me plaît pas. Voilà, donc du coup, d de f, c'est la noire. Et en violet, mais c'est pas le même, mais c'est pas grave, c'est d de g. D'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est donc la partie où la droite d de g est au-dessus de d de f. Alors, où est-ce qu'on le voit ici? Bien évidemment, au tout début, ici par exemple, la d de g, elle n'est pas au-dessus, elle est en dessous. Elle est en dessous jusqu'au moment où il y a l'intersection, qu'on a trouvé, à x égale 4. Et après, au-delà de x égale 4, que se passe-t-il? La droite d de g, elle est bien au-dessus de la droite d de f, enfin df. Et donc, ça veut dire que g de x est bien plus grand que f de x, et donc c'est bien que 3x plus moins 1 est plus grand que 2x plus 3. Et donc, ça veut dire que cette inéquation-là, comment est-ce qu'elle va se résoudre? 3x moins 1 supérieur à 2x plus 3.
ce sera tout simplement x qui doit être plus grand que 4. Effectivement, à partir de x égale 4, donc dès qu'on est au-delà de ça, à partir donc de x plus grand que 4, eh bien la droite DG, elle est bien plus haute au-dessus de la droite DF. C'est donc ça, résoudre une équation. D'accord? Mais si on fait une petite phrase, hein, les solutions de l'équation sont, et ici pour la première, l'équation de la solution de... Non, l'équation n'importe quoi. N'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Mais ça, vous avez l'habitude, n'est-ce pas? La solution de l'équation est. Alors pourquoi singulier ici et pluriel là? Ben, singulier ici, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule solution ici, c'est x égale 4. Alors que par contre, pour l'inéquation, il y a plein de solutions. Tous les x plus grands que 4, il n'est pas passé en bien, si. Tous les x plus grands que 4, eh bien, ils sont solutions. Il y en a combien des x plus grands que 4? Ben, il y a une infinité. Il y a 5, il y a 6, il y a 12, il y a 3,4, il y a 2 fois pi, qui est toutes ces solutions. Tous ces nombres-là, il y a une infinité. Et tous ces nombres-là sont solutions de l'inéquation. Et donc, forcément, on a bien le pluriel. Par contre, bon, c'est hyper mal écrit, mais inéquation, là, parce que c'est tellement mal écrit que je ne sais même pas si j'ai écrit juste ou si j'ai écrit faux. Inéquation. Voilà, comme ça, au moins, ce sera un petit peu mieux écrit. D'accord? Du coup, donc le son maintenant que je rajoute. Voilà. Voilà pour l'exercice 26 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. On passe maintenant à l'exercice 27. L'exercice 27, oula, il est gros cet exercice. Vous allez faire une longue pause pour faire ce travail tout seul. Et après, vous revenez pour la correction. Du coup, j'enlève ici ceci. Hop, il faut qu'il parte pour que vous puissiez voir tout ce qui est marqué. Voilà. On va même l'effacer, il n'y en a plus besoin. Donc, collé sur une vitrine, de grandes affiches annoncent une réduction de 30% sur toute la boutique. Voilà. Allez-y, les enfants. Faites cet exercice. Profitez. Les soldes, c'est pour bientôt. Donc, vous pouvez commencer à travailler pour faire moins avoir par les magasins. Allez-y, les enfants. À tout de suite. Bien. Alors, vous avez travaillé? J'espère que oui. Hein. Alors, il y a quoi? Donc, une réduction de 30% sur toute la boutique. Une jupe a coûté 80 €. Elle est soldée. Quel est son nouveau prix? Alors, il y a plusieurs solutions. On va faire la manière classique. On a ici une remise de 30%. D'accord? Donc, ça veut dire que le nouveau prix, il est de 70% du prix de base. D'accord? Au départ, il y a le prix de base, qui vaut donc 100% du prix de base, évidemment. Si on enlève 30%, il reste 70%. Donc, on peut donc dire que le nouveau prix de la jupe, de la jupe est 70% du prix initial. D'accord? 70% parce que c'est 100 moins 30, hein, 70. Hein. Donc c'est ce qui reste quand on a enlevé 30%. 70%, ça fait 70 sur 100, c'est-à-dire ça fait le nombre 0,7. Le dû, ça se traduit par multiplié, ça vous le savez. Et le prix initial, c'est 80. Donc ce qui fait 0,7 fois 80. 0,7 fois 80, 56. 56 €. Voilà, le nouveau prix de la jupe est 56 €. Bien, ça c'est la partie facile. Maintenant, un autre article, lui, il ne coûte pas 80, il vaut X. D'accord? Il vaut X. Ça va faire quoi ça? Eh bien, le nouveau prix, alors pas de la jupe, mais de l'article, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est toujours 70% du prix initial. Ça ne change pas, ça. Quand on fait une réduction de 30%, il reste 70% du prix initial. C'est-à-dire, que j'avais oublié d'écrire ici quand même, faire les choses correctes, c'est-à-dire 70%, 70 sur 100, c'est-à-dire 0,7. Le dû qui se traduit par multiplié. Et le prix initial, c'est quoi? Bien, c'est X, tout simplement. Donc, le nouveau prix de l'article, c'est quoi? C'est 0,7 fois X. Tout simplement,
0,7 fois x. Et donc ça veut dire quoi? Puisqu'on veut exprimer ça sous la forme d'une fonction p de x, d'accord? P de x égale 0,7 x. Voilà la fonction qui donne le nouveau prix. On rentre le prix initial, x, il nous sort le prix soldé. D'accord? Si je rentre 80, il va me sortir 56. Alors, représente cette fonction pour des valeurs de x comprises entre 0 et 150 € sur une feuille de papier millimétré. Tu placeras l'origine du repère d'ordonnade dans ton coin inférieur gauche. Alors, j'imagine que vous n'avez pas pris le papier millimétré. En plus, vous n'avez pas, je crois. Donc, vous avez fait, j'imagine, votre cahier à carreaux normal, voire même, vous avez ouvert votre GeoGebra pour faire les choses. Alors, on va donc moi aussi ouvrir GeoGebra. Donc là, j'étais ici. Comment est-ce qu'on peut faire un nouveau projet? Ben, tout simplement nouveau, j'imagine. Voilà, ça je ne sauvegarde pas, je m'en fiche. Voilà, je suis toujours en graphique. Voilà. Donc, que faut-il faire du coup? Que me demande-t-il? Il faut donc représenter... Ah non, d'abord, il y a une question C d'abord que j'ai oublié. Question C. Question C. P est-elle linéaire? P est linéaire? Oui, évidemment. Parce qu'elle est de la forme AX. Et est-ce qu'elle est affine? Oui, elle est affine aussi. De toute façon, si elle est linéaire, elle est forcément affine. N'oubliez pas. Elle est de la forme AX plus B. A, c'est 0,7 et B, c'est 0. D'accord? Attention, parfois, il y en a qui disent du coup, si elle est linéaire, elle n'est pas affine. Non. Elle est linéaire, donc elle est affine. C'est comme un carré. Un carré, c'est un rectangle. Eh bien, une fonction affine, une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Bien sûr, l'inverse n'est pas forcément vrai. Un rectangle n'est pas forcément un carré et une fonction affine n'est pas forcément linéaire. Bon, ça c'était facile. On passe donc à notre représentation graphique. Pour toutes les valeurs entre 0 et 150. Alors, on va faire comment pour ça? Bien, on va tout simplement placer deux points. Un point A, on va prendre 0 pour commencer. On va calculer. Et pour le deuxième point, on va prendre quoi? Ben, on va prendre 150. 150. Pourquoi 150? Parce que comme ça, on aura bien les deux extrémités, 0 et 150. On pourrait prendre ce qu'on veut, hein, en théorie. Mais on va faire, ça permettra de faire les choses assez facilement. Alors pour 0, ben, ça fait 0 évidemment. 0,7 fois 0, ça fait 0. Et pour 150, parce que ça fait un truc simple, 150 fois 0,7, ça fait 105. Ben, c'est très bien, 105. Ça fait 105. D'accord? Alors, parfait. Je place. Alors, vu qu'on a dit qu'on prendra 1 cm pour 10 €, bah ça on s'en fiche. De toute façon, nous on n'a pas de papier millimétré. On va faire avec notre GeoGebra à nous. Donc je vais donc placer. Hop là, ça c'est pas pour vous. C'est pour vous, hein. Ce sont vos exercices. Donc je reviens quand même ici à la bonne chose, c'est-à-dire ici. Alors ici. On avait dit quoi? On avait dit 0, 0 pour commencer, pour le point A, évidemment, c'est une fonction linéaire, donc forcément, elle passe par l'origine. Et après, on avait 150, 105. On place donc également 150 et 105. Voilà. Bon, évidemment, ici, on sort largement du tableau. On va donc agrandir beaucoup. Du coup, je redéplace ici, sinon je ne suis plus du tout dans le bon travail. Voilà. Voilà, il arrive le 105, là il y est. Et il faut également avoir le 150. Voilà, il y est. Il y a le point B qui est là. D'accord? Et donc je vais donc maintenant relier ces deux points par une droite. Que je vais faire directement. Elle est en violet. Voilà, on va la laisser en violet comme tout à l'heure. Et je trace donc ici, entre A et B, ma droite qui représente ma fonction soldée finalement. C'est cette droite qui représente mes soldes de 30%. Alors, revenons à l'exercice. Lis sur le graphique le prix soldé d'un pull qui coûtait 50 €. Sur le graphique, attention. Donc, je remets ici donc, sur le graphique, ici. Alors là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me place sur 50 en abscisse. Pourquoi je me place sur 50 en abscisse? Parce que X, c'est ça les abscisses. Et le prix initial, le prix que coûtait le prix que coûtait. Oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait des choses que je ne veux pas. Voilà. Le prix que coûtait l'article au début, c'est 50 €. Donc c'est le X qui vaut 50. Donc je prends 50.
D'ailleurs, je crois que je vais faire pareil tout à l'heure. Je vais faire une capture d'écran. Sinon, je ne pourrais pas dessiner dessus et on ne va pas bien voir tout ce qu'il y a à voir. Voilà, je fais une capture d'écran. Copier, coller. J'agrandis. Tant pis si c'est sur le reste. Voilà. D'accord? Donc, du coup, maintenant, je peux facilement dessiner dessus. Je me place donc sur 50 et je vais tout simplement monter, 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 monter. Tout droit jusqu'à la droite. Et une fois arrivé à la droite, je vais simplement regarder à quelle ordonnée je suis. Donc, je vais repartir ici tout droit pour voir à combien je suis. Alors, bien sûr, plus vous avez fait avec du papier serré, comme le papier millimétré, plus vous êtes dans la précision ici. D'accord? Là, ici, à l'œil, je dirais qu'on est à 35. D'accord? Par le calcul aussi, on trouverait 35 d'ailleurs. D'accord? Donc là, on voit que graphiquement, on tombe sur 35. C'est-à-dire qu'un article qui coûtait 50 euros, eh bien, maintenant, il va coûter 35 euros. D'accord? Bon, il y avait une autre question. D'accord? Donc, je déplace tout ça. Qui est lire sur le graphique le prix avant démarque d'un pantalon soldé à 84 euros. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... Hop, on va revenir normal, ça y est, ça remarche. Ça veut dire que le prix après solde, le prix qui sort de la fonction, c'est 84. Donc, je dois donc me chercher le 84, mais où ça? Où est-ce que je prends le 84? Le 84, je le prends sur l'axe des ordonnées. C'est ici que je cherche 84. Donc là, j'ai 80, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 entre chaque. Ça veut dire que donc, chaque graduation, pour moi, ça correspond à 2. Donc mon 84, il est là. Il est là, mon 84. D'accord? Donc après, je vais tout simplement tracer un trait. Est-ce que ça marcherait si je faisais avec ça? Hop là. Je ne vais plus m'en servir de ça. Comment je faisais déjà avec ça? Je ne sais plus. Donc on va peut-être pas le faire parce que je ne me rappelle plus comment ça marche. Allez, on laisse tomber. C'est très efficace. Une fois, j'ai trouvé comment on la faisait tourner et franchement, c'est hyper efficace. Mais là, aujourd'hui, j'ai oublié. Donc, pas grave. Quand je ne sais pas souvent, forcément, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Donc, je suis à 84 ici. Je vais donc tirer le trait, du coup, sans la règle. Mais heureusement, comme je suis sur une ligne, ça sera assez facile malgré tout de me retrouver. Et je vais donc là aussi aller chercher la droite. Hop, j'arrive ici. D'accord? Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, puisque je veux savoir quel était le x, c'est-à-dire qu'est-ce qui est entré dans la fonction, bien, il me suffit maintenant de descendre ici. Et je tombe sur 120. Ça veut dire que l'article qui maintenant coûte 84 euros, eh bien graphiquement, j'ai pu voir qu'à l'origine, il coûtait 120 euros. D'accord? Donc l'article qui coûtait à l'origine 50 euros, maintenant il va valoir 35 euros. J'ai pu le trouver graphiquement. Et l'article qui lui coûtait 84 euros au départ, eh bien j'ai pu faire le petit graphique ici et trouver qu'à l'arrivée, il va coûter 120 euros. Voilà, donc j'efface ceci et je le mets lui aussi en petit rectangle pour bien faire la différence entre ce qui est rentré, que j'ai mis en cercle. Voilà, je récupère le 100 peut-être. Il va bien me récupérer le 100%. Non, il y a 106. Il va rester à 106. Donc ici, ce que j'ai entouré, c'est ce que j'avais comme énoncé, les 84 euros de l'arrivée. Donc voilà pourquoi j'étais sur les ordonnées. Et je cherchais donc l'abscisse correspondante. Ça m'a donné 120. Et là, dans le premier cas, vu que ce que je connaissais, c'était le prix de départ, donc j'ai pris le 50 d'origine. Et après, je suis allé chercher la droite. Et après, j'ai regardé à quelle ordonnée ça correspondait. Ça correspondait à 35. D'accord? Voilà, c'est important de regarder, de savoir faire les choses graphiquement. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on pourrait le faire par le calcul. Ça fait, franchement, 50 fois 0,7, ça fait 34. Et puis après, ici, pour trouver 120, par quoi faut-il multiplier 84
non, que faut-il multiplier par 0,7 pour obtenir 84? Ça se calcule vite, c'est 84 divisé par 0,7. Et évidemment, 84 divisé par 0,7, ça va faire 120. Par le calcul, c'est encore plus rapide que par le graphique, évidemment. Sauf que, évidemment, très vite, quand vous allez être plus grand au lycée, vos fonctions, elles seront plus représentées seulement par des droites. Ben oui, car dans la vie réelle, quand on a réellement besoin de faire des choses, c'est assez rarement par des droites. Donc vous allez avoir des fonctions qui vont avoir des formes comme celle-ci. Et par le calcul, parfois même, on ne pourra pas trouver des choses. Et ce n'est que par le graphisme, par le graphique comme ça, qu'on pourra trouver donc ici des points d'intersection ici et là, et donc trouver ainsi des antécédents, plusieurs antécédents ou plusieurs images. Que par le graphique. Voilà pourquoi on vous entraîne dès la 3e à savoir le faire sur les droites, c'est facile, pour qu'au lycée, vous sachiez faire des choses, bien sûr, plus compliquées, mais surtout beaucoup plus utiles que de simples droites. Oh, encore une fois, 34. Dans un repère orthogonal, la représentation graphique d'une fonction affine h passe par les points A de coordonnées -3, -1 et B de coordonnées 3, -3. Est-ce que le point de coordonnées C, non, le point C de coordonnées 1, -2 appartient à cette droite? Et il faut le justifier, mais attention ce coup-ci par des calculs. Donc il ne suffira pas, comme tout à l'heure, d'aller sur GeoGebra faire la droite et après regarder si le point C est dessus. Non, il va falloir le faire par des calculs. Alors regardons, c'est très simple. Non, je ne regarde pas. Vous mettez en pause, vous le faites, vous verrez que c'est très simple et après vous revenez pour la correction. Voilà, donc il y a trois personnes parmi vous, 3 types de personnes, ceux qui n'ont rien foutu, qui n'ont même pas mis en pause. Là, je ne peux rien pour vous. Ceux qui ont mis en pause, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Dans ce cas, très vite, dès qu'on a commencé à faire l'exercice, vous mettez à nouveau en pause et vous continuez à le faire tout seul. Et ceux qui ont réussi, là, bravo. Alors, regardons. Qu'y a-t-il à faire ici? Eh bien, on va faire rapidement le dessin. Le point A de coordonnées -3, -1. Donc, il est là. Le point B de coordonnées 1, 2, 3, -1, -2, -3, il est là. D'accord? Voici ma droite AB, elle est comme ceci. Et le point C de coordonnées 1, -2, est-ce qu'il est sur la droite? Bon, a priori, sur un dessin aussi pourri, non. Enfin, il est tellement pourri que c'est pas ça qui va prouver quoi que ce soit. D'accord? Et de toute façon, on le veut par le calcul. Alors, comment faire ça? Bien, tout simplement que la droite AB, elle représente une fonction. Tout simplement. Et donc, le point C, il est sur la droite AB. S'il vérifie son Y égale son f de x. Donc, première étape, je vais déterminer quelle est la fonction qui est déterminée par la fonction, par la droite AB. Tout simplement. Est-ce que c'est facile à faire ça? Ben oui, c'est pas compliqué ça. Parce que donc, je vais appeler soit f la fonction représentée par la droite AB. Comme elle est représentée par une droite, ça veut dire que f est affine. Forcément. Donc ça veut dire que f de x en tout cas, est de la forme ax plus b. Et il me faut trouver a et b. Mais or, je connais la propriété des accroissements. La propriété des accroissements. Je sais que a est égal à, je prends n'importe quelle valeur, f de 12 moins f de 3 par exemple, sur 12 moins 3. Mais je vais prendre quoi moi? Je vais évidemment prendre les valeurs que me donne l'énoncé, que me donne ici ce 3 et ce moins 3. Je vais prendre f de 3 moins f de moins 3. Et en bas, je vais prendre 3 moins 3. Pourquoi est-ce que je prends f de 3? Parce que je connais f de 3. C'est quoi f de 3? Eh bien, c'est moins 3, f de 3. Puisque le point B a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 3. Et que le point B, il est forcément sur la droite AB, forcément. Donc, il va vérifier l'équation y égale f de x. Donc, puisque j'ai le point B qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 3, c'est que f de 3 vaut moins 3. Tout simplement. Donc, j'ai f de 3 qui vaut moins 3.
Et f2 moins 3, ça vaut combien f2 moins 3? Ben f2 moins 3, évidemment. Où est-ce qu'on le retrouve f2 moins 3? On le retrouve ici. C'est moins 1. Pourquoi c'est moins 1? Parce que quelle est l'abscisse de A? C'est moins 3. Donc l'ordonnée de A, c'est f2 moins 3. Donc c'est moins 1. Sur 3 plus 3, parce que 3 moins 3, ça fait évidemment plus 3. J'obtiens ainsi A égale moins 3 plus 1 sur 6, c'est-à-dire moins 2 sur 6, que je peux simplifier en moins 1 sur 3. Alors déjà, avant toute chose, je vois que j'ai un A qui est négatif, moins 1 sur 3. Et c'est effectivement ce à quoi je m'attendais, que j'ai bien vu ici, que ma droite, elle descendait, ma fonction était décroissante, et donc je sais que dans ce cas-là, ça veut dire, pour une fonction affine, ça veut dire que A est négatif. D'accord? Bon, maintenant, j'ai trouvé mon A, il faut que je trouve mon B maintenant. Or, donc plutôt, je n'ai pas fini encore, donc je sais que maintenant f de x est de la forme moins 1 tiers de x plus b. Bon, maintenant il faut trouver b. Alors comment est-ce qu'on va trouver b? On va prendre une des valeurs. Or, f de 3 par exemple, f de 3, c'est quoi f de 3? F de 3, c'est moins 1 tiers fois 3 plus b. Et c'est égal à combien f de 3? C'est égal à moins 3. Je vais même, pour vous le rappeler, le mettre en orange. Et c'est égal à moins 3. En orange, parce que f de moins 3, c'est celui-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Je peux simplifier par 3. Il me reste quoi? Il me reste moins 1 plus b égale moins 3. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois tout simplement, alors je n'ai pas beaucoup de place ici, je vais donc pousser plutôt vers la droite si je peux. Hop là, parce que en fin de chapitre, le tableau blanc est un peu chargé, il a du mal à bouger. Donc ça me donne quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai mis ce moins 1? Pour cela, je dois ajouter plus 1 de chaque côté. Moins 3, donc plus 1. Donc ici, ça fait 0. Évidemment, il ne reste plus que b égale moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc j'ai mon b, il vaut moins 2. Et donc, je peux conclure que f de x est égal à moins 1 tiers de x moins 2. Voici ma fonction f de x. D'accord? Alors maintenant, comment savoir si le point C, alors c'est lequel le point C? Voilà. Le point C de coordonnées 1 moins 2 appartient à cette droite-là. Bien tout simplement, je vais calculer. On calcule f de 1. Puisqu'on cherche pour C de coordonnées 1 moins 2. D'accord? Donc je calcule f de 1. Pourquoi 1? Parce que je cherche pour C. Et pour C, ici j'ai 1. Donc voilà pourquoi je calcule f de 1. Ça vaut combien f de 1? Ça vaut moins 1 tiers fois 1 moins 2. C'est-à-dire, moins 1 tiers moins 2. Je mets ça au même dénominateur. Ça me fait donc moins 1 tiers moins 6 sur 3. D'accord? Ce qui me fait donc, en poussant un peu sur le côté, que f de 1 est égal à moins 1 moins 6 sur 3, c'est-à-dire f de 1 qui est égal à moins 7 sur 3. Et à combien il faudrait que j'arrive pour que le point C appartienne à la droite? Il faudrait arriver à moins 2. Est-ce que j'ai moins 2? Non. Moi, je n'ai pas moins 2. Moins 7 sur 3, ce n'est pas moins 2. Je peux donc conclure que le point C de coordonnées 1, moins 2, eh bien, il n'appartient pas. Ah, voilà, il ne peut pas se pousser, ça y est, c'est poussé. Il n'appartient pas à la droite AB. Eh oui, ça fait beaucoup de calculs pour juste ça, mais pourtant, c'est un genre de calcul qui est très, très important
à savoir faire pour la suite de, ce que de vos études et même au-delà. D'accord? Donc le point C n'appartient pas à la droite AB, parce que sinon, forcément, en calculant f de 1, on aurait trouvé moins 2, qui était l'ordonnée de C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le dessin ici, lorsque je me place à 1, voilà, le point ici, il est à 1 moins 7 tiers. D'accord? Et puis en fait, moins 7 tiers, c'est un peu en dessous, parce que moins 2, c'est moins 6 tiers. Donc effectivement, le point C, il était bien un petit peu au-dessus de la droite. Donc il rate la droite. Finalement, le dessin pourri que j'avais fait au départ, il n'était pas si pourri que ça. Il retrouvait à peu près bien l'emplacement des choses. Allez, un petit dernier. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Vous allez mettre à nouveau en pause. On corrigera après. Et comme ça, on aura terminé. Si vous arrivez à le faire, ça c'est très bien. Ça veut dire que vous avez tout compris. Le 35, c'est comme le précédent. Facile donc. Et donc, il n'y a plus qu'à savoir faire les choses. Allez, les enfants, travaillez bien. Faites le dernier, mettez en pause. Retrouvez, vous revenez après pour la correction en ayant tout juste. Allez-y. Voilà. Vous êtes revenu avec un travail très bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit montrer que ces 3 points sont alignés. Alors, ces 3 points, ça fait quoi? J'ai R de 11 moins 17, par exemple. J'ai 11. Là, j'ai moins 17, par exemple. Donc là, j'ai le point R. J'ai le point S, 0, 5. On va dire que c'est ça, c'est 5 ici. Et le point T, moins 8, 21. Donc, c'est très haut. D'accord? Donc, c'est le point T qui est là, qui est à 21. D'accord? Et il faut montrer que ces 3 points sont alignés. T, S et R sont alignés. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. Puisqu'on doit trouver que les 3 points sont alignés, on veut par exemple prouver que le point S, il appartient à la droite TR. En fait, voilà, on veut prouver que S appartient à la droite TR. On aurait pu aussi prouver que T appartient à la droite SR ou que R appartient à la droite TS. C'est pareil. D'accord? Mais là, j'ai choisi de prouver que S appartient à la droite TR. Comment faire? Exactement comme tout à l'heure. Donc, pour ceux qui n'auraient pas réussi à faire le 35, mettez en pause maintenant, car maintenant, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc, il faut savoir le faire. Alors, on y va. On a donc soit f, la fonction représentée par la droite TR. D'accord? Alors, on peut dire quoi avec cette fonction? Donc f est évidemment affine, puisqu'elle est représentée par une droite. Donc, ça veut dire que f de x est de la forme ax plus b. Or, je connais la propriété des accroissements. D'après la propriété des accroissements, très mal écrit, d'accord, mais vous êtes habitués. D'après la propriété des accroissements, on sait que A est égal à quoi? Alors, c'est égal à f de quelque chose, moins f de quelque chose, sur les mêmes choses en bas. Moins. Alors, je prends quoi ici? Puisque c'est TR, je vais prendre donc les valeurs pour T et pour R. Je vais prendre par exemple ici ce 11, donc f de 11. Et évidemment, pour le T, c'est moins 8. Moins 8. Voilà. Hop. Donc ça me fait donc f de 11 moins f de moins 8 sur 11 moins 8. Je remplace par les valeurs. Alors f de 11, c'est combien? F de 11, je le retrouve ici. Évidemment. Puisque R est évidemment sur la droite. Donc c'est-à-dire que f de 11, c'est moins 17. Donc j'ai moins 17 moins f de moins 8. F de moins 8, c'est quoi f de moins 8? C'est évidemment 21. Donc moins 21 sur, alors 11, je regarde les couleurs, qu'à faire, 11 moins 8. Tout à l'heure, j'ai calculé, ce coup-ci,
Je ne le fais pas. J'aurais dû le faire, hein, parce que vu qu'en haut, il n'y a pas de deux moins consécutifs, ce serait quand même plus simple de faire le calcul maintenant. Au moins de mettre 11 plus 8. D'accord? Ce qui nous fait donc A égale donc à moins 17 moins 21. Alors les feignants font au moins 17 plus 21 pour trouver 38, donc moins 38 sur 19. Et évidemment, tout ça, ça fait A égale moins 2. On a bien retrouvé une valeur négative. À quoi on s'attendait, puisque évidemment, là, on voit bien que la droite, elle descend. Donc ça veut dire que f de x, il est de la forme, donc 2x plus b. Il n'y a plus qu'à trouver le b. Pour cela, je prends le f de soit f de 11, soit f de moins 8. Moi, je vais choisir f de 11. C'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 11 plus b. D'après ce que je viens d'écrire au-dessus, hein, c'est 2x plus b. Donc si je remplace x par 11, ça me fait donc 2 fois 11 plus b. Et c'est égal à moins 17. Pourquoi moins 17? Parce que, toujours pareil, je sais que f de 11, ça fait moins 17 depuis le début ici. Donc j'obtiens donc mon équation où l'inconnu est b, ici. Ça me fait donc 22 plus b égale moins 17. Je me débarrasse de ce 22 en ajoutant son opposé, moins 22 de chaque côté. Moins 22, pas plus. Moins 22 de chaque côté. Ainsi, je simplifie. Il ne me reste plus que b égale moins 17 moins 22. Les gros feignants vont au moins calculer 17 plus 22 pour trouver 39, ce qui fait évidemment moins 39. Non, il y a une erreur ici, forcément. Il y a forcément une erreur quelque part. On va donc chercher d'où vient l'erreur. C'est le moins 2 ici. Voilà. Ici, regardez. C'est moins 2. A est égal à moins 2. Donc f de x, c'est moins 2x plus b. Donc ce qui fait, du coup, je vais enlever ça ici. Hop là, j'enlève. Donc moins 2 fois 11 plus b, ce qui fait moins 22. Donc je dois rajouter plus 22 de chaque côté. Tiens, tout à l'heure, finalement, j'avais rajouté plus par erreur, j'avais raison. Et je trouve donc b égale 5. Ah, là, ça me va beaucoup mieux. Je trouve donc b égale 5. Et donc, j'en conclus que f de x est égal à moins 2x plus 5. D'accord? Moins 2x plus 5. Alors maintenant, pour savoir si le point S appartient dessus, appartient ici, S a comme coordonnée 0, 5, ben, je vais évidemment calculer. On calcule f de 0. Pourquoi 0? C'est pareil, parce que c'est l'abscisse de ça. Donc je calcule f de 0. F de 0, ça vaut combien? Ça vaut évidemment moins 2 fois 0 plus 5, c'est-à-dire 5. Et là, ça marche. Le 5, quelle couleur je n'ai pas utilisé encore? Je crois que j'ai tout utilisé. Donc tant pis, on va faire du noir. On va faire du noir épais. Il y a le noir épais? Voilà, on va prendre du noir un peu épais. Donc, voilà. Et le 5 qui est là, c'est exactement celui-ci. D'accord? Et donc, on peut en conclure, c'est un D ça, donc que le point S de coordonnées 5, 0, il appartient à la droite TR. Et donc, c'est quand même répondre à la question, que les points S, T et R sont alignés. Et voilà donc qui termine notre chapitre sur les fonctions affines. Voilà les enfants, j'espère que vous avez à peu près tout saisi, que vous allez retravailler tout ça aussi, parce que ce sont vraiment des notions qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui sont indispensables pour le lycée. Donc travaillez bien ça. Toujours pareil, c'est des questions, vous les posez en commentaire. Ça fait longtemps que je fais de commentaires, hein. Quelle que soit la classe, quel que soit le niveau d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai plus aucun commentaire sur les vidéos. Pourtant, il y a des vues, donc ça veut dire qu'il y en a au moins quelques-uns parmi vous qui regardent encore, tant mieux. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à marquer des commentaires. J'essaierai d'y répondre au plus tôt. Voilà les enfants, bonne journée à tous, travaillez bien
Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.